Voilà, eh bien, bonjour à tous. Donc, comme on vient de le rappeler, donc nous avons 1h15 et nous essaierons d'être extrêmement rigoureux sur le temps, puisqu'on a compris que le respect des horaires était une dimension essentielle de cette journée. Nous abordons donc la question de l'héritage à travers son statut juridique. C'est ce qui va faire l'objet des 3 communications qui vont vous être présentées. Quelques mots peut-être pour essayer quand même de les introduire, même si elles sont assez diverses. Évidemment, le lien avec le titre général du colloque est évident. J'ai envie d'ajouter léguer, hériter, succéder, transmettre. Et au fond, en écoutant M. Dubé, je pensais, ce qui est un peu une banalité, mais tout de même qui mérite qu'on y réfléchisse, que la mort plane évidemment sur tout le droit successoral à tout instant. Et le droit des successions est celui qui nous confronte aux limites de la condition humaine. Nous sommes mortels et à un moment donné, nous sommes bien obligés de nous en souvenir. C'est notamment ce qu'on fait quand on prépare sa succession, quand on la prépare, ce qui n'est pas toujours le cas. Et pour cette raison, je crois, le droit successoral est dans tous les systèmes juridiques très fortement encadré, organisé par le droit. Tout simplement parce que derrière le droit successoral, il n'y a pas seulement la mort de l'individu, mais en contrepoint, il y a la persistance de la société dans son être. Le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire que l'individu, le chef d'entreprise meurt, mais il faut que l'entreprise continue. Le père de famille meurt, mais la famille se poursuit. Et donc il y a l'idée que toute la finalité du droit, c'est d'organiser la continuité de la société et sa stabilité pour permettre à l'activité des hommes de se poursuivre. Et donc c'est au fond un pilier central de tout le système juridique. Alors, selon les systèmes, justement, il est organisé de façon très différente. Certains droits, l'exemple type, c'est tout ce qui est le droit anglo-saxon, font de la succession le domaine de la liberté de l'individu. C'est-à-dire qu'on transmet ses biens librement à qui on veut, et donc par des actes de volonté. Fabrice Boujada, tout à l'heure, nous parlera des testaments en Normandie. Quand on lit les romans d'Agatha Christie, on voit bien que l'ouverture du testament du défunt est un acte essentiel. Il y a toujours un juriste et puis la famille qui est réunie, ce qui est très anglais mais pas très français, car les Français ont un rapport je ne sais pas si c'est à la mort, au droit ou en tout cas au testament, qui est tout à fait différent, car notre système au contraire fait peu de place à la liberté de l'individu dans la transmission ou l'organisation de sa succession, puisqu'il est encadré par un ordre public successoral qui est très fort et qui est double, qui repose d'abord sur la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est une vision familiale de la propriété plutôt qu'individuelle. Ce que j'ai reçu, je l'ai reçu pour le transmettre à mon tour et pour le transmettre à ceux qui vont me suivre, c'est-à-dire à mes descendants. Et donc c'est un système qui laisse une place restreinte à la liberté de l'individu et qui est donc beaucoup plus contraignant dans la manière même dont il est pensé. On pourrait ajouter, mais je ne veux pas trop y insister parce que c'est très technique, mais l'interdiction des pactes sur succession future, qui précisément fait qu'il est difficile, il est compliqué d'organiser à l'avance sa succession, parce que c'est quelque chose à quoi on n'est pas censé penser tant qu'on est encore vivant, et la loi est là qui pense pour nous. Je crois que tout le système repose là-dessus. Alors je rebondis un peu sur ce que disait M. Dubé. Est-ce qu'on peut contrôler l'avenir de ses propres biens après sa mort ? On trouve dans les travaux préparatoires des lois révolutionnaires, notamment de la loi du 17 niveaux en 2, des déclarations extrêmement fortes et extrêmement violentes contre la volonté des morts qui, du fond de leur tombeau, prétendent encore continuer à commander les vivants. Et donc, par exemple, dans la réserve héréditaire, il y a un aspect de liberté, c'est-à-dire que c'est une manière de protéger les jeunes générations contre la volonté de leurs parents qui continuent à chercher à contrôler le patrimoine après leur mort. Et ce qui est effectivement très frappant, c'est qu'aujourd'hui, cette idée est en train de reculer beaucoup et que les instruments qui permettent aux futurs défunts, si j'ose dire, de contrôler la transmission de son patrimoine, de conserver le pouvoir de décision sur le sort des biens, ces instruments sont en train de se multiplier dans les lois les plus récentes, notamment dans la loi du 23 juin 2006.
Donc voilà, on est exactement au cœur du problème. Alors je ne vais pas continuer plus longtemps, surtout dans un système de temps contraint, à bavarder sur le droit des successions. Je vais passer la parole donc à Madame Barabé-Bouchard, qui va nous parler de l'incidence du droit des sociétés ou l'interférence du droit des sociétés avec la succession. Au fond, c'est un système un peu miraculeux. La personne morale, elle, est immortelle, et donc on finit par évincer le droit des successions par le droit des sociétés. Vous avez la parole. Merci, madame. Alors, comme chacun sait peut-être, je ne sais pas si... Oui. Le système de l'héritage français, comme l'a rappelé madame Flour, est historiquement un système dit de succession à la personne. C'est-à-dire que dès l'instant du décès d'une personne, son patrimoine est normalement transmis immédiatement et sans aucune formalité à ses héritiers, qui sont censés prendre instantanément sa place à la tête de son patrimoine, aussi bien du côté actif, c'est-à-dire pour la transmission de la propriété de ses biens, que du côté passif, pour la transmission de ses dettes et de ses obligations. Rien ne vient donc théoriquement s'intercaler entre la personne du défunt et celle de ses héritiers, qui deviennent propriétaires dès que le précédent a rendu l'âme, même si le décès est survenu à leur insu. Ce système est intimement lié en fait à la conception que le droit français se fait de la propriété privée, à savoir un droit absolu, inviolable et sacré, qui ne peut donc disparaître avec la personne de son titulaire, mais qui est appelé au contraire à lui survivre en la personne de ses successeurs, qu'il les ait lui-même désignés par testament ou que la loi l'ait fait à sa place. Il en résulte que si le défunt laisse plusieurs successeurs, ce qui est le cas le plus fréquent, notamment en présence de descendants, enfants ou petits-enfants, la propriété qui était jusqu'alors individuelle devient collective. On parle alors de propriété indivise ou d'indivision, dans l'attente que le ou les biens qui en sont l'objet soient répartis par un partage entre les héritiers, de manière que chacun se retrouve à son tour propriétaire privatif des biens qui seront mis dans son lot. Et pendant cette période intermédiaire, la gestion des biens de la succession est confiée à la collectivité des indivisaires qui doivent s'organiser pour exercer concurremment les prérogatives de propriétaire dont ils disposent. La règle de l'unanimité est donc de principe, puisque c'est elle qui va traduire la plénitude des pouvoirs de chaque copropriétaire sur les biens transmis. Alors au total, seul ou en conciliation avec les autres bénéficiaires, le ou les successeurs du défunt vont ainsi, dans cette conception traditionnelle de l'héritage, bénéficier de toutes les prérogatives inhérentes à la qualité de propriétaire, à savoir celle d'user de la chose, celle d'en percevoir les revenus, mais aussi celle d'en disposer, c'est-à-dire de les céder. Alors cette vision traditionnelle de l'héritage est pourtant de plus en plus souvent contredite en pratique par le recours à la constitution de sociétés familiales entre le futur défunt et ses futurs héritiers. En matière immobilière particulièrement, l'apport préalable à une société foncière de type SCI connaît un succès toujours grandissant, tandis que pour certains biens particuliers, comme des portefeuilles de valeurs mobilières ou des entreprises essentiellement, le recours à la société civile classique ou à la SAS, société par action simplifiée, semble se multiplier. Il en résulte qu'au moment du décès, les biens qui auraient dû faire partie de la succession du défunt sont déjà sortis de son patrimoine et figurent dans celui de la personne morale à laquelle ils ont été préalablement apportés. Les héritiers ne recueillent plus alors ni les biens ni les obligations du défunt, mais des droits sociaux, parts sociales ou actions, qui en font à leur tour de simples associés de la personne morale. Cette transmission successorale des parts sociales au décès de l'apporteur est d'ailleurs même fréquemment éludée dans la mesure où la constitution d'une société est aussi souvent le prélude à la réalisation d'une donation-partage portant sur les parts sociales au profit des futurs héritiers des apporteurs. Il y a là une sorte d'alchimie de l'apport en société qui transforme des biens en nature, quels qu'ils soient, en biens immatériels, parts sociales ou actions, et prive les héritiers, ou certains d'entre eux, des pouvoirs que la propriété aurait pu leur conférer sur les biens en question. Sans aucun jugement de valeur sur la légitimité des objectifs poursuivis, il est néanmoins certain que la transformation de l'avoir, que l'on verra dans la première partie, et des pouvoirs qui en résultent, que l'on évoquera dans la deuxième partie,
avoir et pouvoir des héritiers, qui résulte donc du recours à la constitution d'une société, bouleverse notre conception française de l'héritage et de la propriété elle-même. Donc nous verrons d'abord la transformation de l'avoir des héritiers par le recours à la technique sociétaire. Cette transformation est en effet inhérente au mécanisme de l'apport, puisqu'il rend la personne morale propriétaire des biens qui lui ont été apportés et qu'elle rémunère cet apport par l'attribution de droits sociaux pour une valeur correspondante. Ce faisant, on transforme la propriété qui portait sur des biens identifiés en une propriété qui porte sur des droits sociaux indifférenciés. Cette propriété de leur part ne conférera aux héritiers, de manière plus ou moins théorique d'ailleurs, que des droits de vote pour participer aux décisions de la société et des espérances d'en partager les bénéfices. Mais la propriété des biens corporels qui auraient pu ou dû leur revenir leur est enlevée, de même que tous les agréments directs qu'elle aurait pu leur procurer. L'intérêt majeur de cette transformation de l'avoir en droits sociaux réside dans la possibilité de rendre divisibles des biens qui par nature ne le sont pas. Elle permet aussi, et ainsi, d'étouffer dans l'œuf l'indivision qui devrait naître au décès du propriétaire des biens, puisqu'à la pluralité de propriétaires concurrents sur les mêmes biens, on a substitué la personne morale en tant que propriétaire unique et exclusif de l'ensemble. Le décès de l'apporteur sera donc ensuite sans conséquence sur cette situation. Les héritiers de l'apporteur auront reçu ou recevront simplement leur quote-part de titres sociaux à l'occasion d'une donation ou d'un partage pour les remplir, mais seulement en valeur, de leurs droits. Les parts sociales, remplaçant les biens en nature, deviennent ainsi des unités de compte et permettent de rendre divisible une propriété de famille, une entreprise, un cheval de course, un portefeuille de valeurs mobilières ou encore un contrat de capitalisation par exemple. La technique présente également l'avantage de permettre la mutualisation des plus ou moins values prises par les biens apportés à la société et en ce sens d'être un facteur d'égalité dans la durée entre les héritiers. La propriété collective indirecte qui se crée par la société, tout en évitant l'indivision, est en même temps pérennisée, puisque seule la qualité d'indivisaire aurait pu permettre de demander le partage, et n'étant pas indivisaire, mais seulement associé de la personne morale, les successeurs sont certes propriétaires exclusifs de leur part sociale, mais ils n'ont aucun droit réel sur les biens qui appartiennent désormais à la société, et donc, sauf hypothétique dissolution de celle-ci, ils ne peuvent pas non plus espérer en obtenir, puisqu'ils n'ont aucune action en partage. En apportant leurs biens à une société, pour ne laisser que des droits sociaux à leurs héritiers, le ou les propriétaires montrent donc que la propriété n'est plus véritablement une matière, mais qu'elle tend à devenir une simple valeur, puisque ce qui compte finalement dans l'opération, c'est plus la valeur du bien transmis, davantage à la chose elle-même, et notamment à son usage qui n'importe plus vraiment. Il y a là, comme l'avait fait remarquer un auteur, et Madame Naudin, une approche plus distraite et plus froide du patrimoine qui transforme les héritiers qui étaient propriétaires en puissance dans la conception traditionnelle en simples créanciers de la société constitués par leurs parents. Cette transformation de l'avoir en valeur peut sembler indifférente et même souhaitable aux héritiers, notamment lorsqu'il ne s'agit pas de biens familiaux, mais de biens de rapport acquis par leurs parents dans un but purement patrimonial et spéculatif, et les intérêts des deux générations se rejoignent alors. Mais même à cet égard, l'apport en société ne conduit pas inéluctablement à une équivalence de résultats, car la transformation des avoirs qu'il suscite s'accompagne généralement d'un aménagement des pouvoirs sur les droits sociaux qui éloigne encore un peu plus les héritiers de la situation patrimoniale que l'héritage semblait traditionnellement leur réserver. Donc c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie, puisque l'interposition d'une société va également transformer les pouvoirs des héritiers. Alors que la transmission classique s'opère par voie successorale ou qu'elle soit anticipée sur le décès sous forme de donation ou de donation-partage, elle devrait normalement investir les bénéficiaires de la plénitude des pouvoirs que détenait avant eux l'ancien propriétaire. L'interposition d'une personne morale entre ces deux catégories de personnes physiques vient à nouveau changer la donne de manière plus ou moins radicale selon les volontés de l'auteur de la transmission.
Cette déperdition des pouvoirs des héritiers peut en effet être recherchée en tant que telle, de façon plus ou moins accentuée, par l'utilisation des ressources que fournit le droit des sociétés. De nombreuses raisons peuvent expliquer ce choix de priver les héritiers de leur pouvoir sans les déshériter formellement, ce que le droit français, par l'institution de la réserve héréditaire, interdit. Ces raisons peuvent être simplement transitoires dans le cadre d'anticipation successorale, et on peut alors les considérer comme d'autant plus légitimes que rien n'obligeait les parents à transmettre avant leur décès. Mais dans certains cas, cette éviction du pouvoir peut être définitive et avoir en conséquence vocation à perdurer après le décès de l'ancien propriétaire et au détriment de ses successeurs. C'est là sans doute que l'on trouve les atteintes les plus profondes portées à la transmission sociétaire, par la transmission sociétaire, à la conception traditionnelle de l'héritage. Alors, la première raison de cette mise à l'écart des héritiers peut s'expliquer par une logique de protection des intérêts actuels ou futurs du donateur. Ce peut être la peur de l'avenir, accentuée par l'allongement de l'espérance de vie, la volonté de préserver son cadre et son niveau de vie, la défiance à l'égard d'enfants trop jeunes pour être des bons gestionnaires, ou encore d'enfants célibataires, ou encore d'enfants mal mariés, et donc finalement la volonté de donner sans donner, qui peuvent expliquer ce recours à l'interposition sociétaire qui, selon le mot d'un autre auteur, M. Reynaud, permet de réaliser un petit miracle de psychologie, une forme de quadrature du cercle en réservant aux propriétaires d'origine sur le patrimoine transmis la plupart des prérogatives de gestion, de jouissance et même de disposition dont il n'entend absolument pas se dessaisir. Les raisons de ne pas transférer le pouvoir peuvent être aussi plus spécifiques. Lorsque, par exemple, il y a parmi les héritiers une ou plusieurs personnes vulnérables, mineures ou majeures incapables, placées sous tutelle ou sous curatelle. Le recours à l'interposition d'une société permet alors de substituer aux règles légales de gestion du patrimoine des incapables mises en place par le Code civil des règles issues de l'aménagement des statuts de la société, définies par l'apporteur lui-même, et qui lui permettent de conserver la maîtrise du patrimoine transmis en dehors du contrôle d'un juge des tutelles qui serait normalement compétent si les biens figuraient en nature dans le patrimoine de la personne protégée. La société, là encore, va faire écran et va acquérir un fonctionnement autonome. En conséquence, donc, les pouvoirs qui devraient être dévolus aux représentants de la personne incapable, si celle-ci était elle-même devenue propriétaire des biens apportés, sont confiés aux différents organes de direction de la société, et notamment à son gérant, qui peut être le disposant lui-même, ou une personne investie par lui et qui survivra à son décès. Il ne s'agit évidemment pas ici, étant donné le timing, de dresser un panorama des ressources offertes par l'interposition sociétaire pour atteindre ces différents objectifs. Mais parmi les exemples les plus significatifs, on peut d'abord citer l'aménagement des règles relatives à la gérance de la société bénéficiaire des apports. Les statuts pourront ainsi être rédigés de manière à laisser le pouvoir de nomination du gérant au donateur, de même qu'il est possible de lui garantir une quasi-irrévocabilité malgré une détention éventuellement infime du capital social après donation. Ce sera notamment le cas si les statuts exigent l'unanimité des votes pour la révocation de ce gérant. En cas de décès de ce dernier, les statuts pourront aussi prévoir les modalités de désignation de celui qui sera appelé à lui succéder, permettant une certaine conservation post-mortem de son pouvoir par l'apporteur défunt. Par ailleurs, il est aussi envisageable de jouer sur l'étendue des pouvoirs qui seront reconnus à ce gérant et qui sont bien souvent la clé du système mis en place. Si lui reconnaître les pouvoirs d'administrer et de gérer les biens apportés à la société est un minimum, il est éventuellement possible de lui accorder aussi le pouvoir suprême, celui de conserver la possibilité de disposer des biens dont il s'est pourtant dessaisi au profit de la personne morale. En tout état de cause, quelle que soit la rédaction des statuts de la société, le gérant ne pourra légalement détenir tous les pouvoirs. Certains actes lui échappent parce qu'ils relèvent obligatoirement du domaine des décisions collectives, mais là encore, par une judicieuse rédaction statutaire, on pourra conférer à l'apporteur des biens devenus associés
une prépondérance dans les organes sociaux collectifs, et en particulier au sein de l'Assemblée générale des associés. Il suffit en effet pour cela de fixer des règles de quorum et de majorité nécessaires à ces décisions en les adaptant à la situation de l'apporteur, ou encore de décider du nombre de voix dont dispose chacun des associés en conférant à certains titres un droit de vote plural. L'apport à une société holding des droits sociaux reçus en contrepartie de l'apport des biens du défunt ou du futur défunt est une autre alternative qui permet de préserver ce pouvoir de contrôle post-mortem en désignant celui des héritiers qui dirigera ce holding. L'apport des biens du donateur ayant été initialement effectué à une première société dont les droits sociaux sont répartis égalitairement par le biais d'un partage ou d'une donation-partage entre les enfants, il est dans un second temps procéder à un apport inégalitaire des titres de ces enfants à une seconde société, la société holding, créée aux fins de contrôler la première. Toute l'astuce du montage réside dans cette inégalité des apports à la société holding des droits sociaux détenus dans la première société, celle qui détient l'actif réel. Par ce montage, qui repose sur le jeu d'un effet de levier, la technique sociétaire transforme ainsi un héritage qui est en apparence égalitaire en une succession parfaitement inégalitaire et peut enfermer les héritiers minoritaires dans une véritable souricière. Holding ou pas, la réalisation de l'objectif de contrôle des pouvoirs passe aussi le plus souvent par le contrôle de l'utilisation et de la disposition de leurs droits sociaux par les héritiers ou les donataires. À cette fin, des clauses d'agrément seront quasi systématiquement insérées dans les statuts pour soumettre à des règles de majorité plus ou moins sévères, voire à l'exigence de l'unanimité ou à l'accord de la gérance, leurs projets de cession de leurs titres sociaux, que ce soit de leur vivant ou même à leur décès. Ces clauses d'agrément permettent alors de conserver le contrôle familial sur l'équilibre des pouvoirs mis en place et éviter l'immixtion non souhaitée de personnes extérieures à la société. Ces clauses peuvent être complétées par d'autres dispositions qui s'inspirent de la même logique et qui, dans tous les cas, restreignent la liberté pour chaque héritier de céder ses titres sociaux. La pratique a ainsi imaginé des clauses d'inaliénabilité ou des clauses de préférence qui obligent l'héritier désireux de céder ses parts ou ses actions à les proposer en priorité aux personnes désignées par les statuts. Alors, ce sont quelques exemples d'aménagement des transmissions réalisées par la voie sociétaire, mais qui témoignent donc qu'au gré de la volonté du propriétaire des biens, il lui est possible, en transmettant son avoir à une personne morale, de conserver son pouvoir sur ses biens, à son profit en cas d'anticipation, au profit d'un tiers, éventuellement de l'un de ses héritiers, dans le cadre de sa succession. On pourrait alors penser que les successeurs conservent au moins la dernière prérogative caractéristique des droits d'un propriétaire, et donc d'un héritier au sens du Code civil, celle de percevoir les revenus des biens de l'ancien patrimoine de leurs parents, devenus bénéfices de la société. Pourtant, même sur ce plan, le droit des sociétés permet encore des aménagements qui peuvent réduire sensiblement ce droit des héritiers associés, voire celui de certains d'entre eux seulement. Le recours à la constitution d'une société peut en effet aussi aboutir à orienter le cours des revenus vers certains associés plutôt que vers d'autres, puisque le Code civil offre la possibilité de prévoir une répartition inégale des bénéfices réalisés sous la seule réserve de la clause dite léonine qui priverait totalement certains associés de leur droit aux dividendes. Mais même sans chercher à en orienter le cours, l'apporteur peut aussi préférer laisser à l'un de ses héritiers ou à un tiers le contrôle de la source. La maîtrise des décisions sociales permet en effet de décider de l'affectation des résultats de la société et de décider par exemple d'une politique d'investissement systématique, celle de mettre en réserve les profits plutôt que de distribuer des dividendes, et elle peut ainsi aboutir à atteindre les héritiers associés dans cette dernière prérogative essentielle de leur propriété, puisqu'ils n'ont droit que sur le bénéfice distribuable, mais en aucun cas seulement sur le bénéfice distribué. Je vous remercie. D'abord, je vous félicite pour la rigueur avec laquelle vous avez tenu votre temps de parole.
Et ensuite, on n'est pas encore au moment du débat, je voudrais simplement souligner ici, comme votre exposé illustre, que le droit est un outil extrêmement plastique qui offre des ressources presque infinies, et le tout c'est de savoir exactement quel est l'objectif qu'on poursuit pour adapter les techniques qu'on utilise aux objectifs poursuivis. Voilà, alors nous pourrons revenir sur ces questions tout à l'heure. En attendant, je vais tout de suite et sans attendre passer la parole à Madame. C'est vous, monsieur, qui parlez le second. C'est ce qui est sur le principe de parité veut que ce soit moi qui prenne la parole. Et donc monsieur Fabrice Boujaba pour parler des pratiques testamentaires dans la Normandie des 18 et 19e siècles. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler d'un sujet a fortiori plus exotique pour un certain nombre d'entre vous, un sujet historique, la Normandie au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Alors, il s'agit de comprendre finalement pourquoi les gens font des testaments dans cette partie de la France au XVIIIe et au XIXe siècle, et évidemment avec l'idée que l'introduction du Code civil, qui vient modifier les pratiques et les règles de la succession et de la transmission, ce Code civil est un moyen d'observer le comportement des individus vis-à-vis de la transmission de leur patrimoine familial. Alors, je dois faire simplement un petit rappel rapide et synthétique et sans doute un peu caricatural, qui consiste à dire que sous l'Ancien Régime, la France est divisée en deux blocs. Une France du Nord qui pratique le partage inégalitaire avec la désignation d'un héritier unique et qui pratique beaucoup le testament pour désigner cet héritier unique, ou le contrat de mariage pour désigner l'héritier unique, et une France du Nord de type égalitaire qui, elle, au contraire, pratique très peu ce type d'acte chez le notaire, parce que le droit prévoit un partage égalitaire des successions. Puisque certains le savent peut-être, le Code civil, ce n'est jamais que la continuation de la coutume de Paris à beaucoup d'égards en matière de droit familial. Alors, cette faible utilisation du testament, finalement, elle pourrait vider de son contenu le sujet dont je vais vous parler. Si on ne fait pas de testament, à quoi bon parler du testament en Normandie? Ce qui se passe, c'est que le Code civil arrive et qu'une fois que le Code civil est là, on se met à faire beaucoup de testaments en Normandie. Donc, il y a là un moyen, je crois, de voir ce que les individus cherchent à faire à travers cette pratique notariale. Alors, la Normandie, c'est un territoire que j'observerai à travers deux échantillons, un coin de Normandie du côté de Pont-l'Évêque et de la région de Beaumont, et puis un autre coin, la région de Vernon, qui est plus près de l'Île-de-France. C'est pas sans incidence, parce que d'un côté vous aurez des Normands, très normands, et puis de l'autre côté des Normands un peu parisiens, puisque Vernon, c'est la sortie Mantes-la-Jolie de l'autoroute A13, donc c'est vraiment Paris. Voilà. Donc deux Normandies différentes et deux influences différentes aussi en termes de droit, puisque à Vernon, on est proche de la coutume de Paris et d'un égalitarisme plus complet. Alors, l'hypothèse qu'on peut faire généralement, c'est de se dire que mes paysans ou mes petits artisans, ma petite bourgeoisie normande fait un testament avec l'idée finalement assez simple de transmettre dans les meilleures conditions, selon les volontés du testateur, les biens à un certain nombre de ses enfants, en essayant de préserver au maximum ce patrimoine familial d'une génération à l'autre. Ça, c'est l'hypothèse qu'on peut faire. Mais de cette hypothèse découle toute une série de choses dont François Dubé a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que dans les sociétés traditionnelles, on est particulièrement attaché à la transmission des biens dans la famille, on est particulièrement attaché à une relation lignagère, dynastique d'une génération à l'autre, et que la transmission des biens fait partie de la transmission de cette identité familiale. Alors, le Code civil vient bousculer les choses. Il faut que je fasse un point rapide, rassurez-vous, rapide car il y a des juristes beaucoup plus compétents que moi sur ce point, pour vous dire ce qu'est la coutume de Normandie d'une part, et ensuite ce que le Code civil change à cette situation.
Alors, la coutume de Normandie, les juristes, Jean Hivert notamment, l'a classée parmi les coutumes de type égalitaire. Alors, elle est effectivement égalitaire puisque les patrimoines étaient en Normandie partagés de manière strictement égale entre tous les héritiers mâles. Petite nuance. Et pour les filles, elles n'étaient pas complètement exclues de l'héritage, mais si elles avaient des frères, elles n'y avaient pas droit. Ça, c'est le principe. À côté de ça, la coutume de Normandie prévoit un certain nombre de clauses qui permettent de renforcer la transmission patrilignagère de ces patrimoines. Donc, l'exclusion des filles, je l'ai dit. Le retrait lignagé, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'enfants, en gros, les membres de votre famille paternelle sont toujours susceptibles d'exiger le retour de ce bien dans leur giron et qu'on ne puisse pas le vendre à des étrangers. Et puis, le dernier élément, c'est que les biens qui sont considérés comme des biens propres, c'est-à-dire des biens qui sont dans la famille depuis 2 générations, eux ne peuvent pas faire l'objet d'un legs non plus, ils doivent descendre directement aux héritiers les plus directs. Voilà. Toutes ces clauses permettent de renforcer le caractère très patrilignagé d'un système qui est pourtant égalitaire entre les garçons. Naturellement, quand arrive le Code civil, cette réalité est un peu bousculée puisque le Code civil prévoit l'égalité de tous les enfants devant la succession. Alors, la Révolution, elle, a été plus hésitante. Elle a d'abord totalement interdit le testament par la loi de 17 niveaux en 2, qui nous reporte au 6 janvier 1794, pour ceux qui n'auraient pas leur calendrier révolutionnaire en tête. Et ça, c'est la règle pendant la Révolution, mais en fait, le Code civil revient, et avant même le Code civil, on revient en arrière et on réautorise à nouveau le testament. Du coup, le Code civil, par rapport à la coutume de Normandie, là encore, je ne vais pas détailler le Code civil, je vais simplement dire quelques éléments qui montrent ce qu'il change par rapport à la coutume de Normandie. La première chose qu'il change, évidemment, c'est que les filles ne sont plus exclues, elles participent au partage du bien de famille comme tous leurs frères et sœurs de manière égale. La seconde chose, c'est que la limitation des legs très forte dans la coutume de Normandie est battue en brèche par le Code civil qui, en fait, autorise pas mal de libéralité aux testateurs à travers le préciput, à travers la quotité disponible. Il y a quand même pas mal de façons de modifier le cours d'une transmission a priori égalitaire quand elle est sans testament. Et puis, la troisième chose, évidemment, c'est que le Code civil, il élimine cette idée de propres familiaux qui doivent absolument rester dans la famille, ou de retrait lignagé qui permet de ramener dans la famille des biens qui en seraient sortis. Alors, ça, c'est quand même un bouleversement assez important, et finalement, on peut se dire, le Code civil bat en brèche la transmission patrilignagère normande, et peut-être que parce que le Code civil offre quand même des outils juridiques intéressants pour modifier le cours du testament, peut-être que les Normands vont essayer de rattraper leur ancien système, de retrouver leur ancien système en jouant des règles du Code civil. Alors, ce qui pousse à cette hypothèse, c'est la multiplication des testaments. Le testament est quasi inexistant dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en Normandie, encore une fois pour toutes les raisons, toutes les contraintes de la coutume de Normandie que je viens d'expliquer. Et quand on observe pour les régions que j'étudie le nombre de testaments dans la première moitié du XIXe siècle, on observe en gros pour Vernon qu'on a 18 fois plus de testaments. On part de quasiment rien et la chose se multiplie de manière tout à fait impressionnante. Cela vaut aussi pour les donations, cela vaut aussi pour les contrats de mariage. Tous les outils qui permettent de jouer sur sa succession se multiplient en Normandie. Alors, x18, j'ai dit à Vernon, et pour Pont-l'Évêque, j'arrive à quelque chose de l'ordre de x10. Donc, une multiplication par 10, une multiplication par 18, le phénomène explose. Naturellement, première question qu'on peut se poser, qui sont ces gens qui font des testaments? Est-ce que c'est le propre d'une catégorie particulière de la population, qui a un rapport particulier au patrimoine, ou est-ce que ça concerne toute la population? J'irai assez vite, ça concerne absolument tout le monde. Vous trouvez à la fois des bourgeois dont on imagine qu'ils ont un certain nombre de rentes, vous trouvez quelques nobles évidemment qui ont aussi quelques biens, mais vous trouvez toutes sortes de paysans de toutes conditions, y compris des journaliers qui disposent sans doute que d'une petite maison et d'un coin de jardin. Absolument toute la population, dans sa diversité, peut faire des testaments et fait des testaments. Et puis vous trouvez aussi en grand nombre, comme à cette table, des femmes qui font des testaments. Ce qui prouve d'ailleurs une première chose, c'est que le Code civil est bien appliqué, puisque au XIXe siècle, si les femmes font des testaments, c'est qu'elles ont quelque chose à léguer, et que donc on leur a bien légué leur part d'héritage que le Code civil leur avait accordé. Alors, maintenant, j'en viens, une fois planté le décor juridique
et géographique de la Normandie, j'en viens aux motivations des testateurs. Pourquoi font-ils des testaments? Cherchent-ils à poursuivre ce système patrilignagé normand ou, au fond, acceptent-ils simplement les règles du Code civil? Et du coup, que cherchent-ils à faire à travers la pratique testamentaire? Alors, le premier bloc des testaments qu'on rencontre, évidemment, c'est en fait les testaments de ceux qui n'ont pas d'enfants et qui donc n'ont pas d'évolution évidente et simple de leurs biens et qui donc font des dons à un frère, à une sœur, enfin délèguent à un frère, à une sœur, à une domestique particulièrement dévouée, etc. Là, on est chez Maupassant. Bon, vous avez ça, et ça, c'est en gros un tiers à la moitié des testaments qu'on rencontre au XIXe siècle. Ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants, voire qui sont célibataires. Et finalement, ce sont des formes sur lesquelles je passe vite parce qu'elles concernent assez peu le processus de dévolution de génération en génération. Plus intéressant est le fait que dans l'autre moitié finalement des testaments que je rencontre, la principale motivation, c'est la protection du conjoint survivant. En fait, les testaments n'apparaissent pas comme des moyens d'orienter la destination des biens vers telle ou telle personne, mais plutôt des moyens de retarder la transmission des biens en accordant des usufruits au conjoint survivant, souvent la veuve, parfois le veuf. Mais l'idée, c'est bien ça. Et on les trouve dans les deux sens. On trouve des hommes qui font des testaments en faveur de leurs femmes, et réciproquement. On trouve d'ailleurs souvent dans le même acte le double legs de l'un à l'autre, qui montre que la pratique testamentaire, elle est vraiment liée à cette préoccupation des conditions d'existence du conjoint survivant. Alors, ça renvoie à quoi en Normandie? Ça renvoie aussi à ce qui existait en Normandie sous la coutume, c'est le douaire. Le douaire était une forme d'usufruit accordé sur les biens du mari à la veuve pour lui donner des conditions d'existence décentes. Avec le Code civil, le douaire disparaît, donc on va vers le testament pour recréer d'une manière un peu différente les conditions d'une survie convenable pour le conjoint survivant. Alors, ces legs, évidemment, varient dans leur importance, selon différentes choses. La première chose, c'est le fait d'avoir ou pas des enfants. Quand il y a des enfants, le legs est souvent de moins d'importance. Et puis, il varie aussi en fonction du milieu social. J'ai envie de dire que quand il s'agit de personnes modestes, tous les biens vont dans ce legs. Et quand ce sont ces personnes plus aisées, c'est une partie des biens qui vont dans le legs. Ça montre une chose, à mon sens, c'est que ce qui préoccupe les testateurs, c'est moins le patrimoine que le revenu. C'est le revenu qui est en cause. Quand on est modeste, on donne tout parce qu'on donne le revenu qui va permettre de survivre. Quand on est plus aisé, on met en usufruit la part du patrimoine qui fournira le revenu suffisant pour l'existant. Alors, je n'ai pas la place ici de le détailler, mais en regardant les contrats de mariage, on observerait exactement les mêmes phénomènes. Finalement, on n'a qu'un petit quart de testament qui concerne directement le processus de dévolution et qui montre une tentative d'agir dessus. Alors, j'observe trois types de testaments qui montrent cette volonté d'agir sur la transmission à proprement parler. C'est d'abord des testaments partage, c'est ensuite des legs particuliers en faveur d'un enfant, et c'est enfin des testaments qui accordent un préciput à un ou plusieurs héritiers, mais là sans donner de raison. Alors, le testament partage, au fond, c'est quoi? C'est la volonté pour le testateur d'éviter les complications entre ses enfants, voulant prévenir les difficultés qui pourraient naître après son décès. À l'occasion du partage de ses biens, le testateur a résolu d'en faire lui-même la distribution à ses enfants. C'est le type de formule qu'on peut rencontrer. Et c'est bien ce qui motive une grande partie des testateurs. L'autre partie, ceux qui font des legs et qui le justifient, au fond, de manière récurrente, on a toujours les mêmes types de justifications qui apparaissent. Ce sont la vieillesse et la maladie. Ce sont les deux principales raisons qui poussent à faire un préciput. C'est une forme de compensation pour celui des enfants qui a accompagné son père ou sa mère dans cette période de l'existence plutôt compliquée. Alors c'est une forme de compensation, une forme de récompense. Est-ce que ça remet en cause le principe d'égalité ? J'en suis pas absolument persuadé. Simplement, l'égalité, comment on la mesure, c'est assez difficile. Et si on s'en tient à l'idée que les parents, dans ce système égalitaire, cherchent avant tout l'équité, elle n'est pas remise en cause par ce legs qui vient compenser
qui vient compenser l'aide apportée. Cette aide, elle peut être quand même assez importante de la part de l'enfant quand il s'agit de vivre avec son parent survivant et donc de retarder l'âge de son mariage, voire de sortir de l'âge du mariage et donc de rester célibataire toute sa vie. Voilà la raison sans doute principale de ces testaments. Alors, il y a ensuite un troisième type, je disais, c'est tous ces legs qui sont faits à un enfant mais dans lesquels on n'a aucune justification dans le testament. Parce que les notaires ne sont pas toujours extrêmement bavards au XIXe siècle sur les raisons qui font où les gens sont pudiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas toujours des justifications. Et c'est là qu'il faut essayer de sortir de l'acte, d'aller voir d'autres sources, d'essayer de reconstituer les familles, de comprendre dans quel environnement ces gens vivent, avec qui ils vivent, pour comprendre les motivations. Et là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe finalement 3 cas de figure. Alors, quand il n'y a aucune justification, très clairement, il y a toujours une partie des actes qui sont liés au conjoint survivant qu'on essaie de protéger, je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, ce qui est plus intéressant à mon sens, c'est tous les actes où, en fait, quand on les lit dans le détail, on comprend que le bénéficiaire du legs soit vit avec le parent, soit a accueilli le parent, mais ce n'est pas exactement la même chose. Vivre avec son parent est sans doute mieux accepté que d'avoir le parent qui vienne vivre chez soi. Mieux accepté par l'enfant, mais accepté aussi par le père ou la mère. Je veux dire par là que je crois qu'au fond, tout ce système de legs et d'hébergement, il est lié à la volonté malgré tout des personnes âgées de rester le plus longtemps possible autonomes dans la Normandie, parce qu'on est dans un système où la famille est intrinsèquement nucléaire. Et autant dans le sud-ouest, on imagine très bien, et on le voit encore dans le recensement des années 1970-80, on voit encore des grands-mères qui vivent avec leurs enfants et petits-enfants. Autant ça, si vous regardez les recensements du nord de la France, c'est quelque chose d'extrêmement rarement réalisé et toujours à l'extrémité de la vie. C'est vraiment en dernier recours qu'on va vivre chez ses enfants. Et ça, c'est, je crois, extrêmement important pour comprendre les motivations des testateurs. Alors, j'insiste sur cette question de l'hébergement, de la corésidence. On le croise évidemment avec des enfants qui vivent chez avec leur père ou inversement, mais on le croise aussi dans d'autres modalités entre des frères et sœurs qui peuvent vivre ensemble. J'ai un très bel exemple, c'est celui des sœurs Carpentier. Nous sommes en 1817, le 6 décembre. Et Marie Carpentier, qui est donc une veuve qui vit à Beaumont, lègue à Anne Le Carpentier, ma sœur, demeurant avec moi à Beaumont, l'usufruit de tous les biens que je laisserai à mon décès. Tandis qu'elle institue pour ses héritiers ses 5 frères et sœurs. Donc vous avez une veuve qui n'a pas d'enfant, qui a donc comme héritier très logiquement ses frères et sœurs, ses parents étant morts, mais qui donne tout l'usufruit à la sœur, à l'une de ses sœurs sur ses 5 frères et sœurs, mais avec laquelle elle vit. Et dans le même acte, cette sœur, donc Anne, fait la même chose. Elle donne à sa sœur Marie l'ensemble de ses biens en usufruit, avant que le bien aille à ses 5 frères et sœurs en toute propriété à son décès. Alors vous avez une sœur qui est veuve et l'autre qui est célibataire. Donc vous avez là une recombinaison familiale qui permet d'assurer l'existence des deux, et chacune se préoccupe de l'avenir de l'autre. Mais on est bien, vous voyez, dans une préoccupation autour des conditions d'existence, et finalement tout ce qui tourne autour du patrilignage, qui paraît si important quand on lit la coutume de Normandie, ou même par certains côtés, quand on lit les écrits du XIXe siècle sur les désastres qu'aurait provoqué le Code civil, etc., tout ça est assez lointain dans l'esprit des testateurs que je rencontre. Alors, puisqu'il me reste 3 minutes, j'irai donc maintenant simplement à quelques conclusions. L'hypothèse intuitive, c'est de penser que les Normands vont vers le testament pour retrouver la coutume de Normandie, car quand on lit toute la littérature, toutes les déclarations des députés à l'Assemblée constituante et à la Convention, on a une inquiétude récurrente sur le fait qu'on détruit un modèle, on détruit les familles par le non-respect de pratiques anciennes de transmission et par le non-respect de la transmission dans la ligne masculine. Mais en réalité, quand on regarde dans le détail les clauses des contrats, on voit que la vraie préoccupation, c'est bien celle
des conditions d'existence du conjoint survivant d'abord, et parfois de la personne avec qui on vit. Ça peut être l'enfant, ça peut être le frère, ça peut être la sœur. Et c'est bien autour de ça que s'articule la préoccupation des testateurs. Alors, ça me paraît intéressant de souligner tout cela parce que finalement, ça va à l'encontre de la vision traditionnelle qu'on peut se faire de la société, des sociétés anciennes et de leur rapport au patrimoine, de leur rapport à la terre et de leur rapport à la transmission intergénérationnelle. Toutes ces conceptions très développées dans la littérature, elles oublient la préoccupation majeure des conditions d'existence, elles oublient, dans le cas de la Normandie, mais d'autres parties de la France du Nord, l'attachement viscéral à une forme de corésidence de type nucléaire, et elles oublient la volonté très forte des personnes âgées de vivre le plus indépendamment possible, le plus longtemps possible. Et je crois que finalement, c'est une manière d'ouvrir le débat avec des sciences plus contemporaines, que cette conception très traditionnelle de la transmission des biens de famille est en fait une conception extrêmement contemporaine du bien de famille et pas forcément partagée de manière aussi évidente dans les sociétés anciennes. Je vous remercie. Merci aussi à vous d'avoir été très discipliné. En effet, moi, en vous écoutant, j'étais frappé par la modernité de vos propos et des préoccupations qu'expriment les testateurs. La protection du survivant, la récompense de l'enfant qui soutient un parent vieillissant, l'indépendance des personnes âgées, sont des problématiques qui sont exactement celles du droit d'aujourd'hui, hein, en réalité. Et voilà. Eh bien, nous allons maintenant passer au troisième de nos exposés, celui de Madame Ruffieux, qui parle du retour conventionnel comme instrument de conservation des biens dans la famille. Je vous remercie, Madame. Alors, je m'excuse tout d'abord pour ma voix. J'espère que celle-ci ne me lâchera pas avant l'expiration du temps qui m'est imparti pour vous faire ma présentation. Donc, vous l'avez compris, hein, la journée qui nous réunit aujourd'hui a pour thème la transmission. Et on sait bien que la transmission des biens a toujours été et qu'elle est encore essentiellement une affaire de famille. Le patrimoine, M. Dubé nous le rappelait tout à l'heure, hein, est assez rarement transmis sans qu'en même temps on transmette aussi évidemment une volonté, mais aussi une mémoire et donc une parcelle d'identité. Donc il est certain que transmettre son patrimoine, c'est aussi transmettre finalement une partie de soi. Et je crois que cette relation que l'homme a avec son patrimoine explique pour partie la réglementation juridique actuelle de notre transmission. Pour commencer, je voudrais vous donner quelques chiffres qui concernent uniquement la transmission entre vifs, c'est-à-dire la transmission du vivant de la personne qui transmet ses biens. En ce qui concerne cette transmission, on observe qu'il y a aujourd'hui environ 600 000 donations qui sont consenties chaque année. Parmi les bénéficiaires de ces donations, 97% sont des enfants ou des petits-enfants. On voit donc que la transmission se fait essentiellement au sein de la famille. Mais comme on le rappelait tout à l'heure en introduction, il est certain que la famille a considérablement changé de visage. Pensez par exemple à la multiplication des divorces, dont on sait aujourd'hui qu'elles concernent environ un couple marié sur deux. Pensez aussi à la multiplication des familles recomposées, qui touchent environ un enfant sur 10 actuellement. Et par ailleurs, on sait que l'espérance de vie s'est allongée et qu'il est devenu donc parallèlement absolument indispensable de prendre en charge la dépendance de ces personnes âgées. Alors, toutes ces données invitent le juriste à s'interroger sur le renouvellement d'un impératif qui est assez ancien dans la transmission des biens et qui est l'idée de conserver les biens dans la famille. Cet impératif va consister à faire en sorte que certains biens, que ce soit des biens mobiliers, on vous parlait tout à l'heure des parts de société familiales, ou que ce soit des biens immobiliers, pensez par exemple à des maisons de famille, on va donc chercher à faire en sorte que ces biens restent au sein de la famille. Donc ici, la volonté est clairement d'assurer une transmission en nature des biens et non pas seulement une transmission en valeur.
En droit, on a à notre disposition un certain nombre de techniques juridiques qui permettent donc d'assurer cette conservation des biens dans la famille. Et comme M. Dubé le rappelait également tout à l'heure, la plupart de ces techniques vont consister à conférer au donateur une certaine maîtrise, une certaine mainmise en quelque sorte sur les biens qu'il a transmis. Parmi ces techniques figure une clause notamment qui est assez couramment intégrée dans les contrats de donation qui s'appelle la clause de retour conventionnel. Et c'est justement de cette clause que j'ai choisi de vous parler ce matin. En principe, lorsque le donateur consent une donation, c'est parce qu'il veut gratifier le donataire. Il veut le gratifier d'un ou plusieurs biens et normalement, il le fait de manière irrévocable. Une fois qu'il a consenti sa donation, en principe, il ne peut plus revenir sur celle-ci, il ne peut plus reprendre le bien qu'il a donné. Vous connaissez tous le dicton populaire, hein, donner, c'est donner, et donc on ne peut pas revenir normalement sur cette donation. En principe, donc, le donateur désire avantager le donataire. Mais il arrive en réalité que le donateur souhaite que les biens donnés ne soient pas, de son vivant, transmis à des étrangers à la famille pour le cas où le donataire viendrait à décéder avant lui. Il existe donc des hypothèses dans lesquelles le donateur va vouloir se prémunir en quelque sorte contre le prédécès du donataire. Pour vous clarifier un petit peu les choses, la situation qui se présente le plus fréquemment dans la pratique, c'est celle d'un parent qui aurait gratifié un enfant. Imaginons que le parent donateur ait donc consenti une donation à son enfant. En général, ce parent sera favorable à ce que les biens qu'il a donnés à son enfant soient par la suite transmis par exemple à ses petits-enfants. Le bien restera dans la famille du donataire, qui est d'ailleurs bien souvent aussi la famille du donateur. Mais il se peut aussi que les relations familiales soient un peu plus compliquées et par exemple que le parent donateur s'oppose à ce que le bien qu'il a transmis à son enfant soit transmis au conjoint de cet enfant. Imaginons que le conjoint, par exemple, ne soit pas le parent des petits-enfants ou alors que tout simplement le donateur ne s'entende pas avec ce conjoint. Il peut souhaiter ne pas voir le bien qu'il avait transmis à son enfant lui-même transmis à ce conjoint. Le donateur peut également estimer que ses petits-enfants ne sont pas encore prêts, par exemple, à recevoir le bien et donc souhaiter récupérer ce bien pendant un certain temps au moins. Par ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'allongement de la durée de vie, le donateur peut se retrouver dans le besoin au moment du décès du donataire et donc souhaiter récupérer le bien qu'il avait initialement transmis, justement pour pouvoir assurer financièrement ses vieux jours. Dans toutes ces hypothèses, justement, la clause de retour va permettre au donateur de pouvoir récupérer le bien donné et donc il va pouvoir transmettre son bien tout en se ménageant la faculté de le faire revenir dans son patrimoine si jamais le donateur décède avant lui. L'objectif de ma contribution est d'étudier la possibilité pour le donateur de ne pas exercer son droit de retour. Alors pourquoi est-ce que le donateur voudrait ne pas exercer, pourquoi est-ce qu'il voudrait renoncer à l'exercice de son droit de retour ? En réalité, le problème vient du fait qu'au moment où il consent sa donation, le donateur, la plupart du temps, ne sait pas s'il voudra exercer son droit de retour ou non. Il ne le sait pas parce que bien souvent il ne peut pas prévoir l'avenir et donc il ne sait pas quelle sera la situation qui se présentera à lui parfois quelques dizaines d'années plus tard. Quels seront par exemple les héritiers du donataire qui seront susceptibles de se voir transmettre le bien? Quel sera le conjoint? Quels seront les petits-enfants? Par ailleurs, est-ce qu'il sera dans le besoin à ce moment-là? En fonction de la situation, le donateur sera plus ou moins enclin à exercer ou à ne pas exercer son droit de retour. La difficulté pour le juriste provient du fait que les effets de la renonciation à ce droit de retour ne sont absolument pas les mêmes selon le contexte dans lequel la renonciation va avoir lieu. Deux alternatives ici. Les parties peuvent ou non avoir prévu initialement dans le contrat de donation cette possibilité pour le donateur de renoncer à l'exercice de son droit de retour. Si rien n'a été prévu dans le contrat de donation, si aucune clause n'a été rédigée,
Dans ce cas-là, on va voir qu'un certain nombre de difficultés, et notamment des difficultés fiscales, peuvent surgir en cas de renonciation par le donateur. C'est pourquoi ma contribution vise à s'interroger sur l'opportunité de créer, d'instaurer une nouvelle clause qui pourrait figurer dans les contrats de donation et qui justement conférerait une véritable option au donateur au moment du prédécès du donataire, celle de choisir d'exercer ou de ne pas exercer son droit de retour. Cette clause, qui pourrait donc par exemple porter le nom de droit de retour optionnel, puisqu'elle lui conférerait une option, pourrait à mon sens être très utilement intégrée dans les contrats de donation qui sont rédigés à l'heure actuelle. Première hypothèse donc, lorsque rien n'a été prévu dans le contrat de donation au sujet d'une renonciation par le donateur à son droit de retour. Dans ce cas-là, la renonciation peut intervenir à deux moments différents. La renonciation est tout d'abord possible tant que le donateur et le donataire sont encore en vie, c'est-à-dire que ce sera une renonciation anticipée avant le décès de l'un des deux, il est possible d'y renoncer. Cette renonciation ne pose pas véritablement de problème, je vais essayer de vous l'expliquer. En revanche, la renonciation qui pose davantage de difficultés est celle qui intervient au moment du décès du donataire, lorsque rien n'a été prévu dans le contrat de donation. Tant que le donateur et le donataire sont en vie, donc je vous le disais, normalement, le contrat de donation va jouer pleinement. Ça signifie, en termes juridiques, que le donataire, puisqu'il est bénéficiaire d'une donation, est propriétaire du bien. Il en est propriétaire et donc ça impose qu'il puisse bénéficier de tous les avantages du droit de propriété. Il peut donc, théoriquement, disposer du bien. Il peut par exemple le vendre, il peut le donner en hypothèque, il peut faire tous les actes qu'un propriétaire peut faire sur son bien. Néanmoins, une difficulté survient puisque les actes que le donataire, et notamment les actes graves que le donataire peut avoir fait sur le bien, sont affectés de ce qu'on appelle en droit une condition résolutoire. Condition résolutoire qui altère leur sécurité juridique. Je vous explique les choses très simplement. Les actes les plus graves qui sont réalisés par le donataire sur le bien sont susceptibles d'être remis en cause en réalité par le donateur si jamais la condition se réalise, c'est-à-dire si le donataire décède avant le donateur, dans ce cas-là, le donateur pourra remettre en cause tous les actes que le donataire avait conclus sur le bien. Donc du point de vue du donataire, cette possibilité de retour du bien rend en pratique le bien inaliénable. Théoriquement, il peut en disposer, mais on voit que s'il en dispose, il y a un risque de remise en cause de ces actes. Pour permettre justement aux donataires de disposer de ces biens en toute sécurité juridique, les notaires ont donc développé une pratique qui consiste à faire renoncer le donateur à son droit de retour. Donc cette renonciation anticipée au droit de retour est valable d'un point de vue civil et ne pose pas d'inconvénient d'un point de vue fiscal. En pratique, néanmoins, cette renonciation est imparfaite puisqu'elle impose de renoncer à son droit de retour avant le décès du donataire. Or, dans la pratique, le donateur va bien souvent vouloir attendre le prédécès du donataire pour se décider à exercer ou à ne pas exercer son droit de retour. Je vous le disais tout à l'heure, il va vouloir attendre le prédécès du donataire parce que c'est à ce moment-là qu'il va vouloir constater la situation familiale du donataire ou constater sa propre situation financière. Il est dès lors important d'envisager cette possibilité de renoncer au droit de retour au moment du décès du donataire. Cette renonciation au moment du décès du donataire est valable d'un point de vue civil. D'un point de vue civil, si jamais le donataire décède avant le donateur, la donation va être automatiquement résolue, c'est-à-dire que le bien qui a été donné va retourner dans le patrimoine du donateur et ce de manière rétroactive. On fait en quelque sorte comme si la donation n'avait jamais eu lieu, c'est-à-dire qu'on anéantit la donation et le bien retourne dans le patrimoine du donateur. Dans ce contexte, est-ce que le donateur peut renoncer à l'exercice de ce droit de retour ? En réalité, il peut renoncer à ce droit de retour, mais la difficulté, c'est qu'en renonçant à ce droit de retour, il consent une nouvelle donation, en réalité, aux descendants du donataire.
Cette solution s'explique par le caractère automatique du retour, c'est-à-dire que dès que le donataire décède, le bien revient dans le patrimoine du donateur. Ce qui fait que si le donateur veut renoncer à son droit de retour et donc transmettre le bien par exemple à ses petits-enfants, eh bien une nouvelle donation va être caractérisée au profit des petits-enfants. D'un point de vue civil, cela ne pose pas forcément de difficultés. En revanche, d'un point de vue fiscal, ça peut en poser davantage. Pour le droit fiscal, il y a donc une double mutation, un double transfert du bien. Il faut donc d'abord que le bien revienne dans le patrimoine du donataire et qu'ensuite le bien soit transmis aux petits-enfants. Et c'est cette seconde transmission, la transmission aux petits-enfants, qui va être susceptible de faire l'objet d'une taxation d'un point de vue fiscal. Alors, lorsqu'il s'agit de petits-enfants, la fiscalité ne va pas forcément être très désavantageuse puisque le législateur, je vous passe les détails, a prévu un système assez complexe mais finalement assez efficace d'imputation des droits de mutation. Donc lorsque les petits-enfants sont bénéficiaires de la renonciation du donateur, d'un point de vue fiscal, les choses l'inconvénient fiscal est relativement réduit. Mais en revanche, imaginons que ce soit le conjoint qui ait vocation à récupérer le bien après la renonciation du donateur. Lorsqu'il s'agit d'un conjoint, la taxation va se faire dans ce cas-là au taux de 60%. Taux de 60% qui risque, pour le coup, dans cette hypothèse, d'être dissuasif et donc d'inviter le donateur à renoncer à ne pas exercer son droit de retour. Justement, pour remédier à cet inconvénient principalement fiscal, l'intérêt de ma contribution est d'intégrer, je vous le disais tout à l'heure, une clause dans le contrat de donation qui conférerait un véritable choix au donateur d'exercer ou de ne pas exercer ce droit de retour. L'utilisation donc par les notaires de cette nouvelle clause optionnelle suppose tout de même au préalable que l'on ait répondu à deux questions. Première question, évidemment, est-ce que la clause est valable du côté du droit civil? Et puis par ailleurs, quelles sont ses incidences fiscales? D'un point de vue civil, l'intérêt de cette clause optionnelle, c'est de faire échec à ce caractère automatique du retour du bien donné au moment du prédécès du donataire. Donc là, on cherche à faire en sorte que le bien ne revienne pas automatiquement dans le patrimoine de celui qui a donné au moment du décès du donataire. On l'a déjà dit, hein, le donateur ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et donc il veut attendre le décès pour faire son choix. L'objectif de cette clause est ici d'introduire donc une certaine flexibilité pour le donateur en lui octroyant donc ce choix. Est-ce que cet aménagement est compatible avec notre droit et notamment avec le régime juridique des donations ? Alors ici, pardonnez-moi, j'entre un petit peu dans la technique, mais ce sera relativement bref. Ici, c'est un principe juridique qu'on appelle le principe de prohibition des conditions potestatives qui est susceptible d'être heurté par cette clause optionnelle. L'idée de ce principe de prohibition des conditions potestatives, c'est, pour présenter les choses de façon schématique, que la donation sera nulle si elle contient une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du donateur. La réalisation de la condition ne peut pas être à la merci, en quelque sorte, du donateur. La question qui se pose donc est donc de savoir si la clause optionnelle porte ou non atteinte à ce principe. Pour la majorité des juristes, la réponse est positive. C'est-à-dire que la majorité des auteurs vous disent que la clause optionnelle, effectivement, est attentatoire à ce principe de prohibition des conditions potestatives. En réalité, il y a assez peu d'arguments qui sont avancés pour justifier de ce caractère attentatoire au principe de la prohibition des conditions potestatives. Et si on regarde les choses d'un peu plus près, il me semble en réalité que la clause est tout à fait valable d'un point de vue civil. Pourquoi est-ce qu'elle est valable? Parce que, en réalité, dans la clause optionnelle, la réalisation de la condition, c'est-à-dire le prédécès du donataire, ne dépend absolument pas de la volonté du donateur. Le donateur n'a aucune emprise, n'a aucune possibilité de jouer sur l'ordre des décès. En réalité, l'option qui est conférée au donateur concerne quoi? L'option qui est conférée au donateur concerne les effets
de la réalisation de la condition. C'est-à-dire que si la condition se réalise, il pourra décider ou non de mettre en œuvre son droit de retour. Donc, à mon sens, la clause est tout à fait valable d'un point de vue civil. D'un point de vue fiscal, la clause n'est pas désavantageuse pour le donateur, puisque ici, il ne s'agit pas d'une renonciation au droit de retour, mais il s'agit bien de l'exercice d'une option. Et il n'existe donc pas, à la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure pour le droit fiscal, de double mutation. C'est-à-dire que ici, le bien ne revenant pas automatiquement dans le patrimoine du donateur, il va subsister dans le patrimoine du donataire et il va être transmis aux héritiers du donataire sans fiscalité particulière. En définitive, il me semble donc que le temps est venu de développer cette clause optionnelle. Il me semble que cette clause s'inscrit parfaitement dans un courant actuel qui consiste à conférer des choix justement aux bénéficiaires de clauses de nature patrimoniale lors du décès d'un individu. Et je pense que cette clause répond vraiment à la volonté actuelle qu'on a de donner ces biens, mais tout en se ménageant quand même la possibilité, si les situations l'exigent, de récupérer le bien donné dans certaines circonstances. L'objectif de ce droit de retour, qu'on pourrait appeler un droit de retour à la carte, qui confère une véritable option au donateur, est surtout, à mon sens, une clause qui permettra d'éviter que certains donateurs renoncent à donner leurs biens, tout simplement parce qu'ils ne sont pas certains de pouvoir se ménager à un moindre coût fiscal la possibilité de récupérer leurs biens en cas de prédécès du donataire. Donc il me semble que cette clause est particulièrement adaptée à l'ère du temps et qu'elle répond à la fois aux considérations qui sont liées à l'allongement de la durée de vie et aux modifications et à la diversité des modèles familiaux. Je vous remercie. Merci. De fait, je crois que l'exposé qu'on vient d'entendre illustre à plusieurs égards des caractéristiques très fortes du droit contemporain des successions. D'abord, ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche qui cherche à mettre en place des mécanismes qui soient toujours réversibles. C'est-à-dire qu'on ne soit jamais prisonnier des mécanismes contractuels qu'on a mis en place. Et un autre aspect qui est plus terre à terre, mais qui est absolument prégnant, c'est l'impact de la fiscalité sur le droit successoral, puisque, au fond, on a bien compris que les obstacles ne sont pas tellement dans le droit civil, mais qu'ils sont dans le droit fiscal. Voilà, alors comme nos orateurs ont été extrêmement disciplinés, j'espère que nous avons un petit peu de temps pour le débat. Et donc, je donne la parole à la salle.